Donc, bonjour Patrick Castel et Étienne Nouguet. Je voulais vous remercier d'avoir accepté de faire ce webinaire pour nos étudiants ici au niveau de l'ISPED à l'Université de Bordeaux. Peut-être pour vous présenter très brièvement, mais vous pourrez ajouter des choses si vous le souhaitez. Patrick Castel et Étienne Nouguez sont sociologues au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Patrick Castel est aussi directeur de la recherche de la Fondation nationale des sciences politiques. Il travaille notamment sur les questions de décision dans les organisations, l'organisation du travail et les conditions de la coopération entre professionnels. Étienne, lui, travaille plus spécifiquement sur le marché des produits de santé, les professions de santé et les politiques de santé. Et si je ne dis pas de bêtises, Étienne, notamment les politiques territoriales de santé, puisqu'on a eu l'occasion de collaborer efficacement sur ce sujet. Merci à tous les deux d'être présents. On excuse Henri Bergeron qui a été pris par un jury de master et qui, du coup, n'a pas pu se rendre disponible pour ce webinaire. Ce webinaire va parler des stratégies comportementalistes dans les politiques publiques, faisant écho à de nombreuses actions et mesures qui sont mises en œuvre, lesquelles sont mises en œuvre sur l'ensemble des problématiques de santé publique et ont été mises en œuvre également dans le cadre de la crise. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et l'intérêt de faire venir Patrick Castel et Étienne Nouguet, c'est que notamment, ils ont commis un ouvrage, puisque c'est le terme consacré, qui s'appelle Le biais comportementaliste, où ils ont livré en fait à l'épreuve d'un certain nombre de travaux et leurs compétences respectives une analyse en fait de l'usage des stratégies comportementalistes dans les politiques publiques de santé, ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire et auquel j'adhère complètement, même si la manière dont nous approchons les choses en santé publique est un petit peu différente. En tout cas, nos visions sont assez complémentaires. On se retrouve pas mal sur le constat qui est fait. Alors, l'idée, c'est pas spécifiquement de parler de cet ouvrage, mais de parler autour de cet ouvrage, autour d'un certain nombre de questions. Mais avant de les commencer, je ne sais pas si Patrick ou Étienne, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la présentation que j'ai faite de vous, et j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Non, non, juste te remercier de nous inviter à présenter nos travaux. On est ravis de le faire dans ce cadre-là Patrick va développer, mais on a abordé ça sous l'angle de la santé. On est 6 auteurs, donc nous, on l'a abordé sous l'angle de la santé, donc on est ravis de pouvoir échanger avec vous et encore merci pour cette invitation. Pareillement. Et c'est juste, je ne suis pas directeur de la recherche à la Fondation, je suis directeur de recherche. Je suis juste un grade. Je n'ai pas cette charge. J'en ai d'autres. Oui. Je suis aussi rédacteur en chef de Sciences sociales et santé. Je le dis parce que voilà, c'est Sciences sociales et santé. Donc, effectivement, il y a une approche sciences sociales, mais en revanche, on publie aussi des travaux de médecins de santé publique, à partir du moment où ils s'appuient un minimum sur des travaux de sciences sociales, même si après, ce n'est pas des sociologues, des anthropologues, des historiens. Donc voilà, à bon entendeur, ça fait partie des revues auxquelles vous pouvez soumettre. Très bien. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Juste une petite consigne, parce que j'ai déjà eu cet écueil-là dans le précédent webinaire. Je demande à chacun de couper son micro. Il y aura un espace pour les questions après, mais là, vraiment, je vous demande de couper le micro. Sinon, je le ferai moi-même et à la deuxième reprise, je vous conduirai en salle d'attente. Voilà, parce que ça peut être très désagréable pour les personnes qui parlent. Merci beaucoup. Alors, ma première question, elle fait référence évidemment au titre de l'ouvrage. D'ailleurs, j'invite vraiment les étudiants à le lire. En plus, il est facile à lire, même si vous mobilisez un certain nombre de concepts propres à la sociologie et que, en tant que professionnel de santé publique, on n'est pas forcément aguerri à ces cadres théoriques-là. En tout cas, vous l'avez vraiment écrit de manière extrêmement pédagogique. Donc vraiment,
J'invite l'ensemble des étudiants à se le procurer. Donc, ce livre est appelé Le biais comportementaliste. Petit jeu de mots, évidemment, par rapport au biais cognitif, hein, dont on a largement discuté, notamment Patrick, autour des stratégies de nudging. Pouvez-vous me dire comment est née l'idée de ce livre? Pourquoi vous vous êtes intéressé plus particulièrement à ce sujet-là parmi l'ensemble des sujets que vous pouvez manipuler? Alors, en fait, au début, 2009-2010, avec Henri Bergeron et Étienne Guèze, on travaillait sur les politiques de prévention de l'obésité. Et on a vu, nous sommes des sociologues de terrain, c'est-à-dire on fait beaucoup d'entretiens, même si par contre, l'ouvrage dont il est question, on s'appuie beaucoup plus sur des données secondaires. Mais d'habitude, on s'appuie sur des données de première main, et c'est ce qu'on faisait pour les politiques de prévention de l'obésité. Et on voyait que commençait à s'affirmer dans l'espace de façon assez rapide un ensemble de savoirs, neurosciences, marketing social, économie comportementale, qui progressaient dans cet espace et auxquels se référaient à la fois les professionnels, les politiques et les décideurs. Le point de bascule, je le situerai en 2010 quand le rapport d'Olivier Houllier et Sarah Sonneron, qui avait déjà en 2009 écrit quelque chose, mais qui, pour le coup, qu'on n'avait pas vu passer sur les neurosciences et les politiques publiques au sein du Centre d'analyse stratégique. En 2010, ils produisent un rapport sur les nouvelles préventions, les nouvelles politiques de prévention, où ils défendent finalement, ils sont très critiques vis-à-vis des politiques traditionnelles de prévention et estime qu'un certain nombre de savoirs qui s'appuient sur les neurosciences, sur l'économie comportementale, sur la psychologie cognitive, ont montré leur efficacité, leur plus grande efficacité. Notamment, ils critiquent beaucoup, par exemple, la campagne 5 fruits et légumes, etc. Et donc, ils critiquent beaucoup le PNNS. Et donc, ils affirment, en s'appuyant aussi, en faisant référence à ce livre sur le nudge, sur le nudge qui a été écrit par Thaler et Sunstein, donc un économiste et un juriste. Je crois qu'à l'époque, avant de lire ce rapport, on n'avait pas vu parce qu'il a été publié vers 2008-2009. Et donc, il n'était pas encore très présent dans l'espace français. Par contre, il était bien présent, évidemment, dans l'espace anglo-saxon, et c'est tout de suite ce qu'on a perçu. Donc, ça nous a intéressés. Après, on a repéré, alors qu'on ne connaissait pas encore Linda, une prise de position la Fédération nationale pour l'éducation à la santé, dans Santé publique, avec Christine Ferron, donc un article critique sur ce rapport. Et puis, donc on a commencé à s'intéresser à ça, en fait. C'est-à-dire, bon, voilà, comme on est des sociologues, on voit que tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend, que les gens en parlent, et tout d'un coup, on travaillait depuis 2008 sur les questions de l'obésité, et très vite, il y a un point de bascule qu'on trouve en 2010-2011. Donc, on s'y intéresse d'abord à dire qu'est-ce que sont ces savoirs, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'on peut en dire. Je me souviens à l'époque d'avoir discuté avec une collègue américaine qui travaillait sur les économistes, pas sur la santé, mais sur les économistes, et je lui disais, tiens, l'économie comportementale, est-ce qu'elle était de passage à Paris? Est-ce que tu en as entendu parler? Et elle me disait, oh non, l'économie comportementale, c'est quelque chose qui va... on ne va pas en parler, c'est une petite bulle, et ça va vite se finir. Alors, je dis, bon, peut-être, mais nous, on pense que ça peut être intéressant de continuer quand même à creuser. Et en 2013, il y a une conférence dans le cadre du plan obésité, en 2011, pardon, en mars 2011. Donc vous vous souvenez peut-être, mais Nicolas Sarkozy a fait sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu un plan obésité qui d'ailleurs a été un moment qui a eu des relations assez conflictuelles avec le PNNS parce qu'on ne savait pas très bien si le plan obésité était un moyen finalement de contourner la santé publique. Et à la tête du volet recherche, il y avait quelqu'un qui s'appelait Arnaud Badevant, qui était un nutritionniste de la Salpêtrière, si je me souviens bien, qui était quelqu'un de très, on va dire, plutôt progressiste dans ses idées, donc qui connaissait beaucoup les sciences sociales, etc. Et avec Henri Bergeron, il a voulu écrire donc notre collègue Henri Bergeron, qui est sociologue, ils ont fait 2 jours
sur la recherche sur la prévention de l'obésité. Et dans le programme, et Henri lui a fait remarquer, en fait, il y avait 1 journée et demie sur les approches comportementalistes. Et donc, il n'y avait rien au départ sur les politiques de santé publique, on va dire traditionnelles, sur l'empowerment, sur une approche un peu structurelle des déterminants, etc. Et donc, il a fait remarquer à Arnaud Badevant, qui a tout d'un coup réalisé en disant, bah oui, c'est vrai. Donc, du coup, il y a eu une demi-journée de plus pour ces approches traditionnelles, mais il n'empêche que le programme était largement dominé par cela. On a invité Esther Duflo, qui depuis est devenue prix Nobel, qui est arrivée comme une vedette américaine, accueillie par la ministre, je crois que c'était Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse conclut ces 2 journées en disant, voilà l'avenir des politiques de prévention, c'est les neurosciences et l'économie comportementale. Donc là, on dit, là, il y a quand même quelque chose qui est assez saisissant. Et en parlant avec nos autres collègues, on se rend compte que sur l'environnement, où Sophie Dubuisson-Kellier travaillait sur ce domaine depuis très longtemps, en discutant avec elle, on voit qu'elle aussi, elle voit monter ses savoirs comportementaux. En discutant avec Jeanne Lazarus, qui elle travaille plutôt sur les questions d'argent, de pauvreté, de gestion de l'argent, elle voit là aussi qu'il y a cette progression-là. Et donc, sur cette base-là, on se dit, il faut qu'on croise nos données pour savoir pourquoi dans différents domaines d'action publique, il y a cette progression de ces savoirs et qu'est-ce qu'on peut en dire. Et je vais vite finir, rassure-toi, Linda. Mais du coup, on a commencé à échanger, à lire la littérature secondaire, on a épluché le livre sur les nudges, on a regardé tout ce qu'avaient écrit Kahneman et Tversky, etc. On reviendra plus tard, mais ce qui nous a beaucoup surpris déjà, c'était la prétention à la nouveauté sur la rationalité limitée, alors qu'en fait, nous, c'est quelque chose on est très à l'aise avec ça, enfin, en tout cas, en tant que sociologue des organisations, mais on ne s'appuie pas tellement. Kahneman n'est qu'une petite partie en fait, de la rationalité limitée, mais il s'était approprié totalement la rationalité limitée. Nous, on l'inscrit plutôt dans les organisations et on s'inscrit plutôt dans les travaux d'Herbert Simon, un autre prix Nobel, mais en 1978, il y a beaucoup plus longtemps, et James March, qui est un psychosociologue. Donc, on a été assez surpris par cette prétention à la nouveauté, qui en plus était une forme de réduction par rapport au concept de rationalité limitée. Là aussi, on reviendra plus tard. Et du coup, on a commencé à échanger de manière informelle aussi avec des spécialistes qui promouvaient en France, qui essayaient de promouvoir ces approches. Et de fil en aiguille, finalement, vous voyez, on est arrivé vers 2016-2017, on s'est dit, bon, on va écrire un essai, on a commencé, et donc on a mis 2 ans à l'écrire, parce qu'on était à 6 mains, ce qui était assez inédit, d'écrire à 6 mains quelque chose. En sociologie, en santé, c'est beaucoup plus régulier, mais des livres à 6 mains, c'est très rare, en fait. Et même d'ailleurs, l'éditrice, au départ, ne voulait pas du tout le publier, elle voulait qu'il n'y ait qu'un seul auteur, ou 2. Elle pensait que ça ne se vendrait pas. Et finalement, on l'a convaincu de l'écrire à 6 mains. Et donc, il y a 3 grandes questions, et je vais m'arrêter là, dans ce livre qui est un essai. Le premier, c'est finalement comparer un peu en fait, l'histoire de la progression de l'économie comportementale. On a choisi de se centrer sur l'économie comportementale parce que l'économie est quand même la discipline reine qui informe les politiques publiques, qui est une forme de légitimité. Donc, on a voulu se centrer là-dessus et donc voir comment l'économie comportementale avait progressé et en quoi cette économie comportementale était différente de l'économie comportementale et institutionnelle plus ancienne portée par Simon et March, que j'ai évoqué. Deuxième, c'était plus documenter le processus de diffusion. Donc, donner des éléments pour montrer qu'effectivement, ça se diffusait dans différentes politiques publiques, beaucoup dans les pays anglo-saxons, la création des nudge units, etc. Et la dernière partie sur laquelle on va évidemment revenir pendant cet échange, sur les critiques qu'on pouvait faire par rapport à ces perspectives-là. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Étienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense que c'était très complet et je me positionnerai plutôt sur les questions suivantes. Merci beaucoup. Alors, en effet, tu parlais d'économie comportementale, un des postulats de l'économie comportementale, qui d'ailleurs peut faire écho, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, à tous les modèles psychocognitifs utilisés en éducation pour la santé, mais l'économie comportementale
pose le postulat qu'on est traversé par un certain nombre de biais, en fait. Et c'est ça, hein, la limitation de la rationalité ou l'émo-rationalité, comme l'ont nommé les auteurs du rapport que tu évoquais. Cette question des biais cognitifs qui seraient des sortes de raccourcis, en fait, de la rationalité et qui détermineraient, en fait, un grand nombre de nos comportements, d'ailleurs pas forcément liés à la santé, un grand nombre de nos comportements sociaux. Tu l'évoquais en effet dans la présentation de l'ouvrage en disant que c'est quelque chose où on n'y croyait pas trop au début, en tout cas certaines parties prenantes n'y croyaient pas trop, puis finalement on voit bien que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, qui a pris de plus en plus de place dans d'autres secteurs que celui de la santé, hein, je pense notamment à l'environnement, mais également en simplification administrative, voilà, sur d'autres logiques comportementales, et là ça prend de plus en plus de place dans les politiques publiques impactant la santé. Plutôt les défenseurs en fait de cette stratégie-là, au-delà de la question de la nouveauté, et c'est vrai que ça c'est un peu un credo assez classique, on veut toujours tout renouveler sans avoir démontré l'efficacité de ce qui est en cours. Au-delà de cette question de nouveauté, ce qui est porté comme plaidoyer, c'est celui de l'efficacité. Voilà. On veut de l'efficace, on veut du probant, et puis surtout on veut de l'efficace et du probant à court terme. Dans votre ouvrage, vous traitez de cette question-là. Du point de vue de la sociologie, on pourra en rediscuter du point de vue de la santé publique, mais du point de vue de la sociologie, est-ce que vous pensez que ce sont des stratégies efficaces? Est-ce que vous pensez que ce sont des stratégies qui sont gênantes? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sociologue, il est possible pour vous d'émettre un jugement de valeur en fait sur ces stratégies-là. Est-ce que vous pouvez développer autour de ça? En fait, bon, d'abord, redire qu'on est sociologue, donc même si on est marqué par des paradigmes qui structurent notre façon d'aborder les choses, on s'appuie aussi le plus possible sur des données. Donc notre critique de l'approche comportementale et notamment des nudges, donc je ne sais pas jusqu'à quel point le public est familier avec ces questions-là, mais voilà, nous on essaie de s'appuyer sur des résultats. On ne va pas critiquer sur le sexe des anges ou je ne sais pas quoi. On essaie de voir, et l'une des grandes difficultés que tu as bien rappelé, Linda, c'est que beaucoup en fait de ces nudges ou de ces approches comportementales ont eu un succès qui ne s'appuyait pas directement sur des résultats établis, évalués correctement. Et c'est une des critiques qu'on peut faire à ces outils, dispositifs comportementaux, c'est qu'ils sont rarement évalués, et quand ils le sont, en fait, souvent on se rend compte que l'efficacité est soit limitée, soit peu durable. Donc voilà, c'est pour dire que ce n'est pas juste des sociologues qui ne sont pas contents parce qu'il y a des nouveaux shérifs en ville, quoi. Donc, nous, notre critique, elle est assez simple. Elle est de dire en fait que ces approches comportementales, elles comportent plusieurs dimensions qui réduisent la nature des problèmes qu'elles veulent aborder. Pour le dire simplement, ce qu'on a appelé, nous, la mise en biais des problèmes sociaux, c'est de réduire en fait ces problèmes sociaux qui peuvent être effectivement des problèmes environnementaux, des problèmes de santé publique, des problèmes financiers, administratifs, etc. En fait, elles réduisent ces problèmes sociaux à une agrégation de comportements et de décisions individuelles libres. Donc, agrégation de comportements libres, individuels et entachés donc de biais de rationalité par rapport à la façon dont raisonnerait l'homo economicus, qui est la figure clé des économistes, c'est-à-dire quelqu'un, enfin plutôt un ordinateur qui optimiserait en permanence tout ce qu'il fait et qui serait dans une logique d'efficacité permanente. Et donc, ces biais, ils sont présumés, donc c'est souvent des biais cognitifs, en fait, donc des biais qui ne seraient pas des biais, on va dire, idéologiques, politiques ou ce que vous voulez, mais c'est des biais cognitifs qui renvoient donc à des erreurs de calcul du cerveau humain, et donc ils sont naturels et universels. Donc
ça veut dire qu'en fait, peu importe la société qu'on étudie, on retrouvera toujours ces biais. Et donc, on a une double critique. Donc, on a une critique qui est à la fois théorique, c'est-à-dire que pour nous, cette approche, en fait, fait l'économie, c'est le cas de le dire, de beaucoup de dimensions qui sont centrales dans les problèmes qu'on étudie. Et elle est aussi pratique, c'est-à-dire de dire, bah, en fait, on pourrait défendre une approche modélisatrice en disant, bon, on réduit le réel, mais ce qui compte, in fine, c'est l'efficacité. Et en fait, bah, le fait que le problème est mal appréhendé, selon nous, a des conséquences sur le fait qu'il est mal traité aussi. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à ces approches-là? Bon, déjà, il y a eu beaucoup de travaux sur la naturalité ou l'universalité de ces biais cognitifs qui, en fait, sont mis au jour par des épreuves en laboratoire. Donc, on enferme dans des laboratoires des étudiants qui sont souvent des étudiants en économie ou en psychologie et on les soumet à des jeux divers et variés pour voir, en fait, quelles décisions ils prennent. Et à partir du résultat, c'est-à-dire du fait qu'ils n'ont pas pris la décision que prédit le modèle de l'Homo economicus, on va en déduire qu'en fait, c'est parce qu'ils ont des biais qui ne fonctionnent pas bien. Donc, première critique, en fait, il y a des anthropologues qui ont essayé dans différentes sociétés de soumettre les mêmes acteurs au même jeu. Et en fait, on se rend compte que ça varie énormément selon les sociétés. Donc, nous, ce que nous, sociologues, on oppose au biais cognitif, c'est des choses très classiques en sociologie qui sont les normes sociales, la culture, qui sont acquis par la socialisation et qui font que un étudiant en économie, il a été formé d'une certaine façon et donc il raisonne d'une certaine façon. D'ailleurs, c'était un peu l'argument de Kahneman et Tversky, c'était de dire que si même les étudiants en économie faisaient ces erreurs-là, ça prouvait bien qu'elles étaient universelles. Donc, nous, on n'est pas d'accord. En fait, on considère, et encore une fois, c'est pas qu'on n'est pas d'accord pour ne pas être d'accord, mais on considère sur la base des nombreuses données collectées par les anthropologues et les sociologues, en fait, les décisions sont largement forgées par le contexte social dans lequel on évolue. Et typiquement, pour l'obésité, s'il y a un gradient social de l'obésité, c'est-à-dire si l'obésité augmente au fur et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie sociale, ce n'est pas parce que les gens des classes populaires sont plus bêtes ou plus entachés de biais cognitifs que les gens des classes supérieures. C'est parce que les normes sociales de minceur, de contrôle du corps, etc., sont beaucoup plus prégnantes dans les classes supérieures que dans les classes populaires. Et donc, vouloir, en gros, traiter la question de l'obésité en disant aux gens des classes populaires, arrêtez d'être stupides et de faire du calcul à court terme, essayez de vous projeter un peu sur le long terme, c'est passer totalement à côté de l'objectif, ce qui est un grand classique de la santé publique. Enfin, je veux dire, là aussi, ce n'est pas très nouveau. Hein. Ce genre de choses, on le connaît depuis très longtemps. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, partir de cette idée que c'est une agrégation de décisions individuelles, en fait. Quand on prend, alors on peut prendre les problèmes environnementaux, on passe notre temps à dire les gens sont responsables de la pollution de ci, de là, les gens sont responsables des émissions à gaz à effet de serre, les gens sont responsables, etc. Et puis, donc, la solution, mécaniquement, c'est il faut amener les gens à faire des économies d'énergie, à choisir des mobilités douces, etc., etc. Sauf que ça suppose que les gens sont libres de choisir et les travaux de notre collègue Sophie Dubuisson-Kellier sur la mobilité montrent bien que pour pouvoir dire aux gens faites du vélo, il faut déjà qu'il y ait des pistes cyclables, il faut déjà qu'il y ait des vélos, il faut qu'il y ait une organisation du temps du travail qui soit favorable à ça, etc., etc., etc. De même, dire aux gens de préférer le train, c'est très gentil, mais quand vous n'avez qu'une ligne Bordeaux-Paris ou Paris-Lyon pour vous déplacer, il y a toute une partie de la France où vous ne pouvez pas aller en train. Donc, voilà. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture parce qu'ils sont dans des zones où, effectivement, ils sont mis en dehors des circuits de circulation. Et donc, ça renvoie à la question de l'urbanisme, ça renvoie à la question de l'aménagement du territoire. Et c'est des questions-là sur lesquelles les biais cognitifs ne sont pas d'une ampleur démesurée. On peut faire la même chose sur l'obésité, la distribution alimentaire, les équipements de sport, etc. sont tout un ensemble de choses qui contribuent à l'obésité autant que les décisions individuelles que les acteurs font et qui sont prises dans ces contextes de contraintes.
Donc, en fait, nos deux critiques, qui sont à la fois des critiques théoriques et des critiques pratiques, elles portent là-dessus. Elles attaquent l'économie comportementale sur leur représentation des déterminants de la décision individuelle, et elles attaquent l'économie comportementale sur son approche de l'environnement, qui est toujours présentée comme une architecture de choix entre lesquels les gens auraient la liberté de choisir comme ils veulent, etc., alors que ce sont des espaces de choix, mais surtout de contraintes, à partir de décisions qui sont des décisions collectives et qui sont des décisions structurelles. On peut décider d'éteindre sa lumière quand il fait jour. Ça n'aura pas d'influence sur le choix de la politique nucléaire française. Voilà, bon, c'est dit un peu, voilà. Et en fait, du coup, mais ça, je crois que c'est l'objet de la prochaine question. Si ce n'est pas une efficacité directe qui explique l'engouement autour des nudges, alors pourquoi expliquer qu'il y a eu un tel engouement autour de ça? Je te repasse la parole. Linda, à moins que Patrick, tu veuilles ajouter. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose sur une illustration. Finalement aussi l'économie comportementale et plus généralement le comportementalisme repose aussi sur une fiction, que l'action publique finalement ce serait pratiquement un État ou des experts qui s'adresseraient directement à leur cible en fait. Or, tous les travaux de sociologie, de sciences politiques, d'anthropologie, d'histoire ont montré aussi l'épaisseur du social qui, même avec les meilleures intentions du monde, à la fin, même si la réforme était bien pensée, finissent par avoir des effets inattendus, voire pervers. En fait. Et donc ça, c'est totalement gommé du raisonnement. Et je vais illustrer juste par un petit cas en quelques minutes. Par un juriste, on est tombé sur ce cas-là qui vraiment nous a beaucoup aimé, beaucoup intéressé. C'est un article d'une centaine de pages en 2012 dans, je crois que c'est la Yale, il faut que je vérifie, mais c'est un journal de droit. C'est Yale, c'est ça, Yale Law Journal en 2012. En fait, le juriste est un féru d'evidence-based policy. Et il dit, voilà, bon, on parle du nudge, on dit que c'est efficace, mais finalement, je n'ai jamais vu vraiment une analyse sur la durée, parce qu'à des moments, il y a des petites analyses qui montent effectivement sur une semaine. Après, on peut discuter, parce que souvent, ces analyses-là vont dire c'est à cause du nudge. En fait, il y a un ensemble de conditions structurelles aussi, souvent, qui peuvent expliquer ça. C'est-à-dire, par exemple, la BVA Nudge Unit dit c'est grâce à nous s'il y a des millions de personnes qui désormais déclarent en ligne leur impôt parce qu'on a eu l'idée de faire l'option par défaut et qu'effectivement on a basculé. Bon, effectivement, il semblerait que le moment où on a fait l'option par défaut, il y a des millions qui sont passés en déclaration en ligne, sauf que réduire ça à juste l'option par défaut, on sait tout le travail infrastructure qu'il a nécessité pour arriver à là. Donc ça renvoie à ce que venait de dire Étienne juste à l'instant. Et je crois qu'on donnait 100 € pour les gens qui acceptaient de déclarer en ligne. Donc, voilà. Et puis on a passé sous silence aussi toutes les inégalités que ça a générées par rapport à l'accès au numérique, les problèmes que ça a posé à certaines personnes âgées, personnes qui ont moins accès au numérique, etc. Donc, toute cette question d'infrastructure. Donc, le cas examiné par ce juriste, c'est une réforme qui a été menée par Sunstein quand il était à la tête de l'OIRA, donc c'est l'office de régulation sous Obama, qui a été très séduit par ça. Et là aussi, on reviendra plus tard là-dessus. Comment expliquer que les hommes politiques très différents sont séduits par ces approches. Et donc, Sunstein a été nommé à la tête de l'OIRA, donc qui est l'office de régulation, et l'une de ses mesures phares et sur lesquelles il a beaucoup surfé pour dire l'efficacité de son action, c'était de transformer, en fait, vous savez, les restaurants, en fait, il y a des problèmes de sécurité alimentaire liés aux restaurants, surtout dans les fast-foods, et apparemment c'est un gros problème aux États-Unis, encore plus qu'en France. Alors je ne sais pas si c'est une question de mise en visibilité ou si c'est une question très structurelle. Toujours est-il que c'est un problème. Et donc,
Sunstein a dit, ben voilà, on va s'appuyer sur les acquis du comportementalisme et le problème, pourquoi il y a toujours ces problèmes-là, c'est qu'en fait, l'information est trop complexe pour les personnes et donc on va réduire cette information, on va donner des notes au restaurant, on va avoir A, B, C. A, ben voilà, vous pouvez y aller sans problème. B, ben, vous y allez, mais vous pouvez avoir quelques problèmes. C, il ne faut mieux pas y aller du tout. Et il dit, et puis il a prétendu en fait que ça avait marché. Du coup, dans tous les États ont mis en œuvre cette idée-là. Chaque État dit, ah, comme ça marche bien, comme ça marche bien. En fait, ce juriste dit, bah, il n'y a aucune étude qui montre que ça marche. Il n'y a aucune étude, donc c'est juste vraiment de la rhétorique. Il dit, ben, moi, on va faire une analyse pour voir si ça a marché. Et donc, il a étudié 700 000, il a eu accès à une base de données en fait, de ces agences sanitaires de chaque État. Et il a étudié un peu comment, d'une part, les notes étaient données, et puis il a eu un ensemble de données qui lui ont permis, donc je dis 700 000 visites, 700 000 restaurants. Et alors, ce qu'il observe est vraiment très intéressant. C'est le premier truc, c'est il compare deux cas. Il y a l'État de San Diego et puis, enfin la ville de San Diego et puis la ville de New York. Alors déjà, et puis c'est vrai pour les autres États auxquels il remarque déjà que le système de notation repose sur des critères très différents. C'est-à-dire qu'en fait, à San Diego ou à New York, le A, le B et le C, ce n'est pas les mêmes restaurants, ce n'est pas les mêmes critères. Donc déjà, premier truc, il dit, bon, l'un des arguments du nudge, c'est de dire, bah, ça va être plus transparent parce que ABC, vous voyez que c'est beaucoup plus transparent que de donner des notes. Bah, ça dépend de quelle transparence on parle déjà. Est-ce que les gens savent que quand ils voient ABC, bah, selon qu'ils sont à San Diego ou à New York, ils n'ont pas exactement le même critère. Il dit, bon, Premier point, la transparence, ça peut se discuter. Deuxième point, est-ce que c'est efficace? En fait, il a observé à San Diego, aucun restaurant n'a eu C, et un très 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 petit nombre, ou même plus, alors attendez que je regarde les chiffres, il n'y a aucun, je crois qu'il n'y a aucun restaurant qui a eu B. Voilà. Il y a eu 8 restaurants sur 9000 ont reçu un B. Donc 8 sur les 9000 restaurants. Aucun qui n'a reçu C. Et ces 8 restaurants vont être tout de suite réévalués très vite en A. Donc là, il dit, bon, on peut effectivement penser que San Diego est particulièrement vertueux. Quand on regarde les entrées aux urgences pour problèmes gastriques, on ne voit pas en tout cas d'éléments qui permettraient de le soutenir. Deuxième point encore plus intéressant, à New York, il y a un tout petit peu plus de B, il y a très peu de C, mais il y en a quand même. Mais il observe finalement une grande discontinuité au niveau des seuils. C'est-à-dire qu'en fait, les restaurants donc, ont des notes, et à partir de ces notes, on les agrège, et on dit, voilà, au seuil 90, à 90, on a A, à 91, on a B. Et en fait, il note une très grande discontinuité avec beaucoup de A qui sont juste au seuil du B. Et en fait, quand il a fait quelques entretiens, il appelle ça, je ne sais plus comment il appelle ça, mais encore une tension éthique en fait, des experts qui vont évaluer. C'est-à-dire, ils disent, bon, là, qu'est-ce que je fais? Il est limite. Bon, ben, en fait, on aura tendance à dire, ben, on va le mettre plutôt en A. Et pourquoi on aura tendance à plutôt le mettre en A? En fait, à New York, les inspecteurs de sécurité sanitaire ont été embourbés dans des contentieux avec les restaurants qui étaient B et qui voulaient être A. Et donc, il observe une baisse en fait, des visites des restaurants C, alors qu'il dit que d'un point de vue de la santé publique, peut-être que c'est une priorité quand même d'aller rendre visite aux restaurants C et de voir s'il faut les fermer ou non. Et surtout, en fait, les inspecteurs vont être pris dans des contentieux plutôt que aller visiter les restaurants.
et là aussi, ils n'observent pas, s'ils regardent juste quelques indicateurs d'entrée aux urgences, de différences massives, en fait, donc d'amélioration de l'état de santé. Alors ça, j'ai juste une slide que j'ai retrouvée, peut-être que je peux partager avec vous, qui permet de résumer finalement ce que je viens de dire, parce que dernier point qui est assez amusant, ça va peut-être vous faire amuser, en tout cas moi ça m'amuse beaucoup. Donc je partage, voilà. Les restaurants doivent afficher leurs lettres sur leur vitrine, et là vous avez ce restaurant qui a un B et qui rajoute best, et donc bon, ça c'est une petite blague, mais c'est vrai que nous aussi, en tant que sociologues des organisations, on sait à quel point les acteurs savent jouer avec les règles et que les acteurs apprennent à jouer avec ce nouveau système. Et en fait, lui, donc les conclusions de Daniel O, c'est que d'une part, il y a quand même une surestimation des bénéfices et une sous-estimation des coûts, c'est-à-dire que dans les coûts, il y a tout finalement une redéfinition complète du travail d'inspecteur qui vient beaucoup plus lié au contentieux, qui vient beaucoup plus dans établir ses critères ABC, etc. Il dit finalement le principal bénéficiaire, c'est avant tout l'OIRA, qui peut finalement facilement faire de la publicité parce qu'il dit voilà, j'ai agi et je crée un nouveau système qui va faciliter la vie de nos concitoyens, alors qu'en fait, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque in fine, ils ne savent même pas, comme je vous le disais, le ABC, ce n'est pas si clair que ça. Mais surtout, et c'est le point sur lequel je voudrais insister pour finir, c'est que, bon, outre les capacités d'adaptation des acteurs, que l'on souhaite nudger, c'est que là, vous voyez, typiquement, on avait pensé cette réforme en imaginant finalement des individus qu'on va équiper pour s'adresser directement au restaurant, en oubliant totalement que l'action publique dans ce domaine-là, c'est aussi des relations entre les restaurateurs et les inspecteurs de santé. Et qu'en fait, en introduisant ça, on change totalement les relations entre acteurs. Alors, on leur donne peut-être certaines ressources aux inspecteurs parce qu'ils vont dire attention, vous allez avoir A, B ou C. En fait, on voit que dans le cas précis, en fait, pour le moment, le rapport de pouvoir est clairement en faveur des restaurateurs, puisque aussi bien à San Diego, où là, vous avez pratiquement pas de B et aucun C, et même dans New York, où ils sont un tout petit peu plus actifs, même si on voit avec cette question des seuils qui sont quand même assez prudents, et finalement, ils sont en permanence travaillés par ce contentieux. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, à travers cet exemple, on voit bien que l'action publique doit s'envisager comme un ensemble organisé, et quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ. Donc, en simplifiant, en fait, le social est toujours plus complexe quand il est question d'action publique que ce qu'on pensait au départ. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, ce que vous mettez en évidence là, c'est quand même que si on fait un peu l'analyse, si peut-être je caricature un petit peu, et sûrement que des pro-nudge ou pro-approche comportementaliste ne verraient pas ça comme ça, mais on a quand même une efficacité qui n'est pas vraiment prouvée à long terme, qui peut avoir quelques frémissements à très court terme, mais comme on peut l'avoir sur plein d'autres stratégies. On ne l'a pas trop abordé, mais quand même, comment dire, un positionnement éthique qui peut être problématique, ou alors pas de positionnement éthique, justement, sur les stratégies, parce que finalement, on est dans une perspective où on se base sur un certain nombre de construits psychocognitifs, et on part du principe que l'action publique ne doit pas émanciper les gens et leur faire prendre conscience de ce qui peut influencer leurs comportements sociaux, mais essayer de réduire le problème et leur faire adopter ce qui a été décidé par un tiers, que ce soit par une architecture des choix ou que ce soit par des stratégies de communication persuasive, de stigmatisation, de culpabilisation. Voilà, c'est toute la version concrète en fait de l'usage de ces stratégies comportementalistes-là. On sait par ailleurs qu'il peut y avoir des effets, des impacts négatifs liés à l'usage de ces stratégies-là, qui sont des phénomènes de réaction, de réactance même, à une architecture des choix qui serait plutôt fermée. Et puis ce que vous mettez en évidence aussi dans votre propos, c'est que
on a tendance à attribuer un effet, quel qu'il soit, y compris à court terme, à la stratégie comportementaliste, au biais qui a été contourné, sans mettre en évidence finalement tout ce qu'il y a derrière le rideau de la pièce de théâtre. Hein. C'est ce que vous illustriez ça à travers notamment la simplification du calcul des impôts, qu'en réalité, derrière, il y a toute une réorganisation, il y a un coût organisationnel derrière cette stratégie-là, et donc la stratégie elle-même n'est pas réduite au choix par défaut si on continue sur cet exemple-là. Donc en réduisant le comportement, on réduit aussi la stratégie finalement, et donc on ne valorise pas forcément ce qui a été fait derrière et ce qui pourrait être mobilisé à d'autres fins. Alors une fois qu'on fait le compte, on se dit concrètement quel est l'intérêt d'adopter ce type de stratégie. Alors du coup c'est l'objet de ma troisième question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel engouement d'ailleurs qui s'est vu en plus là dans le cadre de la gestion de la crise, mais qui se voit dans plein d'autres secteurs. Qu'est-ce qui fait que les politiques, en effet, quelle que soit leur histoire, leur positionnement aussi, hein, leur coloration, leur portefeuille ministériel, qu'est-ce qui fait que les autorités, en fait, sont attirées par cette stratégie-là, plutôt que par d'autres? Alors, juste pour avant de venir à ça, peut-être qu'on a été, on a mis vraiment l'accent sur toutes les critiques. On n'est pas contre des approches qui intégreraient des dimensions cognitives. Je pense que c'est quand même des éléments intéressants. Si vous les avez déjà vus, les résultats publiés par Kahneman ou par d'autres, ou Ariely, etc., à des moments sont assez drôles, intéressants. Enfin, bon, voilà. Mais en revanche, ce que nous, c'est réduire l'action publique à ces expérimentations-là, et en tirer là, on est très opposés, et surtout quand ces expérimentations, comme l'a dit Étienne tout à l'heure, ne s'intéressent pas aussi aux caractéristiques des personnes sur lesquelles elles portent. Voilà, on fait beaucoup de choses sur les étudiants d'économie, dans les grandes facs universitaires, comment tirer des leçons. Donc il y a cette question. Et l'un des succès aussi, je pense, avant de venir aux déterminants structurels, c'est aussi, entre guillemets, la capacité de ces promoteurs, on les appelle ça des entrepreneurs, hein, soit académiques, soit entrepreneurs commerciaux. Hein, Eric Singler de la BVA Nudge Unit, dont on a beaucoup entendu parler, pendant cette crise, est un entrepreneur, pour le coup, à but lucratif. Ce serait intéressant de voir s'il y a même tout à l'heure Eisenstein, dans quelle mesure ce n'est pas aussi une entreprise aussi commerciale derrière. Ça, si vous regardez Esther Duflo, elle est à la fois ce valeur académique, mais elle est très liée aussi à un cabinet de conseil qui promeut aussi des solutions dans les pays qui sont adossés. Donc, je pense que ça sera à déconstruire aussi l'idée qu'il y aura des entrepreneurs académiques, type tout à l'heure Eisenstein, qui sont un peu dégagés de tout intérêt commercial, et puis d'autres comme la BVA Nudge Unit où l'intérêt est beaucoup plus marqué. Mais en tout cas, ces acteurs-là sont très... Déjà, il y a une forme de stratégie, de capacité rhétorique où nous, on a beaucoup échangé avec certains d'entre eux, pas avec Eisenstein, avec Eric Singler, ça nous est arrivé, puis d'autres membres de la DITP, donc c'est la direction de transformation d'action publique qui a beaucoup intégré ces réformes sur ces questions-là. Et en fait, soit dans des cercles formels, soit informels, il dit non, mais vous nous caricaturez parce qu'on sait très bien que en fait, ça ne suffit pas, qu'il faut faire d'autres éléments, qu'il faut de la formation, qu'il faut prendre des données qualitatives, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, quand on regarde après ce qu'ils proposent, ça reste quand même toujours sur ce cœur-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vu de... en fait, il y a ils ont deux biais, on va dire. Le premier, c'est soit finalement de se réduire sur des interventions limitées, neutres, soit au contraire
de prétendre que c'est du nudge, alors qu'en fait, ce qu'on appelle un peu du nudge washing, c'est-à-dire que finalement, ils vont s'appuyer sur la formation, sur la coercition, en disant que c'est du nudge, alors qu'en fait, là, pour le coup, ils empruntent et ils s'approprient des dimensions beaucoup plus classiques de l'action publique. Donc, premier élément, c'est que quand on leur envoie les limites de leur approche, ils disent oui, non, mais bien sûr, c'est qu'une petite chose. Et Eric Singer est très, très fort là-dessus. Être très modeste, et puis en fait, finalement, très modeste quand il est dans l'interaction, et puis en fait, quand on l'entend parler, il est beaucoup moins modeste que ça. Enfin, quand on l'entend parler sans contradicteur. Mais les éléments après plus structurels, ce qu'on pense, c'est finalement, parce qu'effectivement, aussi bien Obama que David Cameron ont intégré ces dimensions-là. Alors, ils sont sur une conception quand même anglo-saxonne, donc beaucoup moins, où l'intervention de l'État est beaucoup moins légitime qu'en France. Mais on ne peut pas dire quand même qu'Obama et Cameron avaient des options politiques totalement différentes. Et en fait, d'un côté, finalement, du côté, on va dire, plus progressiste, même si je trop ce terme-là, mais enfin voilà, du côté de Barack Obama, c'est une manière d'intervenir en espérant que ce soit plus acceptable par le peuple américain, qui est très réticent à ça. Du côté de David Cameron, là aussi, c'est plutôt, on va essayer d'intervenir en venant plutôt de la droite d'Obama. Donc c'est une troisième voie finalement entre le laisser-faire et l'intervention de l'État qui permet à certains entrepreneurs politiques de trouver à la fois un moyen d'agir. C'est des choses qui sont visibles aussi. C'est-à-dire que en fait, c'est des dispositifs qui sont visibles quand vous rentrez dans un Wigo, vous voyez, tout sous ces trucs Poubelator, etc. En fait, ça, c'est la Nudge Unit aussi qui l'a fait. Donc, du coup, c'est des choses qui marquent les... Alors, après, est-ce que ça marche je ne sais pas s'il y a des éléments pour montrer que si les Ouigo sont plus propres qu'avant qu'il y ait tous ces éléments-là. En revanche, on les a en tête. Moi, pour prendre souvent le Ouigo, je n'ai pas l'impression que ce soit spécialement propre, mais je trouve que ce qui est plus propre, c'est quand effectivement la pauvre personne, je pense qui n'est pas très payée, qui passe dans les rangs pour ramasser, que leur Poubelator ou tous les sigles. Donc, il y a cet aspect quand même très symbolique, visible, une politique voilà, on va peindre des escaliers en piano, etc. Donc, c'est quand même, et ça, c'est très intéressant pour un entrepreneur politique parce qu'il montre qu'il agit, en fait, parce que on le voit, en fait. Deuxième point, dans le côté en France, on peut imaginer, alors, au-delà de peut-être des affinités que peuvent avoir, par exemple, c'est le président Sarkozy et puis le président Macron qui ont été très promoteurs, plus que François Hollande, même si François Hollande n'a pas nécessairement un frein, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu des accélérations à chaque fois, à la fois sous Sarkozy et sous Macron. Donc, on peut imaginer quand même que c'est plutôt voilà, des personnages politiques qui promeuvent plutôt une approche libérale de l'action publique. Et là aussi, c'est un moyen, finalement, ça permet d'afficher qu'on fait quelque chose avec des moyens limités. C'est-à-dire que dans un contexte où on a de moins en moins de possibilités d'État-providence, c'est un tout petit peu retiré sur certaines questions. Et surtout, nous, si je prends le cas de l'obésité qu'on a étudié donc avec Étienne, en gros, quand même, le PNNS jusqu'à peut-être le Nutri-Score, et encore, il faudra évaluer cette question-là. Le PNNS, et on a fait pas mal d'entretiens avec des professionnels qui ont été impliqués dans le PNNS, ont contourné un peu l'éléphant dans la pièce, qui est le problème aussi de l'offre alimentaire, et des calories, de l'offre des entreprises agroalimentaires. Et donc, dans un contexte où des gros problèmes de chômage et qu'à l'époque, on était encore avant la Covid, on était sur des pactes budgétaires, etc., donc avec des moyens limités. On ne va pas attaquer de front, entre guillemets, une des parties sans doute du problème qui est le comportement et l'offre des entreprises.
On va jouer sur les individus pour essayer de faire en sorte que ils ne consomment plus de la même façon et qu'in fine, par effet de rebouclage, éventuellement, les entreprises auront des comportements plus vertueux. On ne les attaque pas de front, on espère les attaquer de côté, entre guillemets, ou faire comme si, en tout cas. Donc ça, c'est l'autre élément. Donc c'est le rapport en fait, de pouvoir entre les intérêts économiques dans un contexte de peur du chômage de masse et un État qui doit préserver cet élément-là. Dernier point, après il y aurait d'autres éléments, mais on y reviendra peut-être dans la discussion, c'est l'affinité qu'il y a entre ces outils-là et la fascination des politiques publiques pour le digital. Et on voit que les nudges sont très arrimés à cette question digitale, ça permet d'opérationnaliser. Vous avez vu, il y a eu d'ailleurs, tout à l'heure, Essenstein distingue les mauvais nudges des bons nudges. Hein. Je crois que c'est sludge, ou je ne sais plus, le mauvais nudge. Et effectivement, les mauvais nudges auraient permis à Trump d'arriver au pouvoir, par exemple. Parce qu'effectivement, en s'appuyant sur les savoirs comportementaux, en jouant avec les réseaux sociaux, en envoyant des messages, finalement, on change les comportements de vote. Ça aussi, ça méritera d'être étudié, mais là encore, pour revenir à la question, finalement, une des questions de fond depuis le début, hein, c'est cette question on voit bien qu'effectivement, les nudges, si tel est le cas, peut avoir un effet effectivement sur des choses à un coup, en fait. Ou comme voilà, tiens, éventuellement, dans certaines conditions, je vais passer au numérique pour la déclaration d'impôt. Mais dans des conditions structurelles qui font que finalement, il y a une montée du populisme en faveur de Trump, peut-être qu'on peut imaginer qu'effectivement, tout d'un coup, certains savoirs comportementaux ont activé tout d'un coup le vote pour Trump. Ça reste encore des hypothèses, mais en tout cas, ça a été, il y a eu un scandale autour de ce recours-là. Donc, c'est un peu l'alliance entre le digital et les nudges, en fait, qui renforce. Dernier élément, peut-être, c'est là aussi dans le fascination, mais là, peut-être il faudrait l'anthropologie ou je ne sais pas, mais on voit à quel point le cerveau est un symbole qui fascine aussi. Si je reviens au tout début de la présentation, quand vous parlez de cette conférence autour de l'obésité où Valérie Pécresse était présente, elle finit sa conférence en disant voilà, il faut développer les recherches comportementales, alors qu'il y avait tout un ensemble d'autres, biologiques, santé publique, etc. Et première diapo, un cerveau. Un cerveau, parce qu'en fait, elle avait retenu. Et donc là aussi, vous voyez cette alliance symbolique entre digital, approche comportementale et cerveau, et la fascination par rapport aux études du cerveau, qui font qu'il y a aussi une puissance un peu évocative, très séduisante pour les politiques publiques. Merci beaucoup, Étienne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, peut-être pour compléter ou redire un peu différemment ce que disait Patrick, je pense que l'un des éléments clés sur le plan idéologique, c'est qu'il y a une insistance, et c'est un peu ce que tu disais, Linda, mais il y a une insistance sur la responsabilité individuelle des problèmes, sans responsabilisation. C'est-à-dire qu'on va dire c'est votre faute si la pandémie se répand, c'est votre faute si la planète part à volo, c'est votre faute si, etc., etc., etc. Mais on ne va pas vous empowerer ou vous donner les clés, on va juste vous dire c'est votre faute et changer de comportement. Mais voilà. Alors, quand on dit c'est votre faute, on dit deux choses. On dit du coup, ce n'est pas la faute du gouvernement. Et deuxièmement, on dit du coup, et ce n'est pas non plus forcément la faute des entreprises. On parlait tout à l'heure de l'environnement. La contribution du secteur industriel ou du secteur agricole à la pollution dépasse largement celle des individus, mais on va cibler sur les individus. Et à tel point que quand il y a eu le confinement, on a dit c'est bon, la pollution s'est arrêtée. On s'est rendu compte qu'une partie de la pollution liée aux automobiles s'était arrêtée, mais que par contre, la pollution liée aux activités agricoles, là, elle ressortait pleinement et que finalement, les effets même d'un confinement, qui est quand même la mesure la plus massive pour agir sur les comportements individuels, n'a pas empêché ça.
l'autre chose qui est très importante, c'est que du coup, ça rentre aussi en résonance avec une certaine conception de beaucoup d'hommes politiques de l'homme face, et je dis bien l'homme, parce que voilà, l'homme face à la masse, face à la masse, face à la foule dont les travaux de Gustave Le Bon au XIXe siècle disaient qu'elle était irrationnelle, etc. Et en gros, pour le dire très simplement, dans les termes du général de Gaulle, les Français sont des veaux, et donc il faut les gouverner comme tels, en fait. Et on retrouve ça aussi dans la présidence qu'on a actuellement, où en fait, on a un président face au peuple. Et donc, en fait, les nudges vous disent vous allez pouvoir gouverner à distance sans passer par les corps intermédiaires, sans passer par les groupes sociaux, sans passer, vous allez vous adresser directement aux individus et les changer par un simple claquement de doigts ou coup de coude ou ce que vous voulez. Et ça, voilà, nous, on a dit il y a des vraies affinités électives avec cette conception néolibérale du fonctionnement du rôle de l'État vis-à-vis de la société. Et l'autre chose qui est importante, c'est effectivement, Patrick en a parlé, mais c'est vendu comme peu coûteux et efficace. Et c'est efficace, je dirais, presque plus symboliquement que réellement. Un exemple qu'on n'a pas pris, on était vraiment assez embêtés de ne pas avoir de spécialistes des questions d'éducation dans notre groupe de travail, c'était la composition du Conseil supérieur, je crois, de l'éducation, qui est dirigé maintenant par Stanislas Dehaene, et qui en fait a évacué une grande partie des tenants dits du pédagogisme au profit justement de neuroscientifiques, etc. Et derrière ça, il y a aussi cette idée qu'on va mettre de côté les questions des inégalités sociales, qu'on va mettre de côté la question des rôles des structures sociales. Voilà, on va dire le problème, c'est que les enfants ont telle structure de cerveau qui leur permet d'apprendre plus ou moins bien et pas qu'ils sont à 40 par classe. Ce n'est pas ça le problème. Alors, Stanislas Dehaene, dans une intervention, a dit c'est 50% social, 50% neurosciences. Le truc, c'est que, bon, d'abord, on imagine bien qu'il y a des interactions entre les deux. C'est-à-dire que quand vous avez une journée de 12 heures, que vous êtes dans une salle de 40 et que votre cerveau doit un peu moins bien fonctionner quand même que voilà. Mais en fait, voilà, il y a eu aussi à un moment donné, au moment où l'économie comportementale commençait à se diffuser en France, tous ces trucs autour de, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui a, la jeune femme qui avait publié un livre aussi sur enseigné par le cerveau, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui avait fait son test. Elle avait eu un grand succès médiatique parce qu'elle disait, en fait, nos méthodes pédagogiques ne sont pas adaptées. Et moi, j'ai fait le test dans une école et ça marche. Bon, elle a fait le test 1 an, ou 6 mois, je ne sais même plus, dans une école où elle avait une classe de 15 élèves. Et donc là aussi, voilà. Donc, il y a une vraie efficacité symbolique et politique qui sert ces discours-là aussi. Ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup, Étienne. On a jusque 13h30. J'avais une toute dernière question. Je vous demanderais du coup de répondre rapidement pour qu'on puisse laisser la parole aux étudiants aussi qui souhaiteraient vous poser des questions. Mais vous l'avez déjà un peu abordé et là, dans les enjeux des décideurs ou des personnes en responsabilité à aller vers ces stratégies-là. Tu parlais du coup de coude, du claquement de doigts. On voit bien que pendant la crise, il y a eu vraiment un usage intensif de ces stratégies-là, notamment du nudge. Est-ce que, et vous ne l'avez pas évoqué dans les déterminants, est-ce que le fait d'être en situation de crise, c'est-à-dire de devoir montrer comme un capitaine de bateau ou un général de guerre, qu'on trouve vite des solutions et qu'on passe éventuellement ou plutôt on évite certaines discussions avec les corps intermédiaires ou même avec la population, c'est un des déterminants qui a fait que ces stratégies-là ont eu un petit coup d'accélérateur là, pendant la crise. Est-ce que la situation de crise aussi est un terreau en fait, pour ce type de stratégie? Il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que sur le plan de la mobilisation de ces approches-là, la réponse est oui. On a vu les différents porteurs, et notamment Éric Singler, dont parlait Patrick, se prévaloir d'avoir comment dirais-je, formaté
le fichier d'autorisation, enfin la feuille d'autorisation de sortie qu'on a tous, c'est toute remplie en disant c'est nous qui l'avons fait, ça a eu une grande efficacité. Bon, ce à quoi on a envie de répondre, peut-être que s'il n'y avait pas un policier de l'autre côté du formulaire, voilà, on peut juger que peut-être que la façon dont le formulaire était designé a peut-être un petit peu joué sur la case qu'on cochait, mais que ce n'est pas véritablement de là que procède l'efficacité de ce type de dispositif. Il y avait aussi la messe des morts où donc on annonçait le chiffre des décès. Alors, chaque jour pour faire monter l'angoisse et bien convaincre les gens qu'il ne fallait pas sortir. Alors là on peut dire que ça a une efficacité, même si ce n'est peut-être pas que ce dispositif-là, mais c'est une efficacité là aussi dans les deux sens, parce que du coup, on peut juger qu'il y a eu enfin, je ne sais pas s'il y a eu des sondages qui ont été faits, mais je pense que si on avait interrogé les gens, une très grande majorité aurait dit qu'on avait 90% de chances de mourir du Covid. Et je pense que ça a conduit à une surréaction à tel point que voilà, on place le Covid, je pense, devant beaucoup de maladies contagieuses qui, elles, sont pour le coup bien plus mortelles. Et alors, l'autre réponse qui est de dire, est-ce que la crise, c'est un bon environnement pour développer des nudges? Et alors là, je m'efface derrière Sunstein, dont on vous a déjà parlé, qui a publié un article, je crois que c'était dans le New York Times, qui portait justement sur la question, est-ce qu'il faut rendre les masques obligatoires ou est-ce qu'il faut plutôt passer par des nudges? Et il concluait son article en disant, mais lorsque les nudges ne font pas ce qui doit être fait et lorsque les gens infligent réellement de graves préjudices à autrui, la liberté de choix a atteint ses limites. Plus de 30 États ont maintenant imposé une sorte d'obligation de port du masque et compte tenu des tendances actuelles, d'autres devraient les rejoindre. Pour la pandémie, comme pour de nombreux autres problèmes, les nudges sont un élément essentiel de la boîte à outils du décideur politique, mais pour ce clou particulier, nous avons besoin d'un marteau. Donc, ce qu'explique Sunstein, c'est en gros, les nudges, c'est un gadget quand il s'agit de rigoler, mais quand ça rigole plus, quand ça devient vraiment sérieux, il faut arrêter les bêtises. Donc, c'est l'un des deux créateurs de cette notion de nudge. Donc, voilà. Et cet aveu, il est frappant parce que on n'en a pas trop parlé, mais la ligne argumentative qu'ont développée tout à l'heure Sunstein, c'est ce qu'ils appellent le paternalisme libertarien. C'est-à-dire qu'il faut être paternaliste, donc orienter les gens dans le sens de l'intérêt général, tout en respectant leur liberté. Et on voit bien que, alors je force le trait, mais je n'ai pas l'impression de caricaturer, mais que, en fait, quand on les met en situation de crise, le paternalisme libertarien se transforme en paternalisme paternaliste. Et on a essayé de vous contraindre gentiment ou de vous orienter gentiment avec des petits coups de coude. Bon, maintenant, on va vous mettre des gros coups de marteau parce que ça ne suffisait pas. Et en fait, pour moi, c'est ça fondamentalement, c'est-à-dire, je vais le dire de la manière la plus caricaturale et la plus grossière du monde, mais quand vous prenez les gens pour des cons, si les cons n'obéissent pas ou ne suivent pas ce que vous leur demandez de faire, vous leur tapez. Et je pense que, et ça c'est plus un positionnement, on va dire, éthique ou politique, mais je pense qu'au cœur de cette approche-là, il y a cette conception qu'il faut faire le bien des gens malgré eux, il faut les orienter parce que quand même on est dans des démocraties, mais vraiment quand ça devient limite, on envoie. Et ça, c'est pour moi, voilà, c'est là où c'est en contradiction avec l'idée que je me fais de la santé publique, mais c'est aussi un courant de santé publique. Et je pense que ça a été au cœur des affrontements qu'il y a pu y avoir, que tu connais très bien, Linda, mais qu'il y a pu y avoir dans le monde de la santé publique entre une approche extrêmement autoritaire, un peu police sanitaire à l'ancienne, où on va on va prendre des mesures extrêmement drastiques, quitte à s'asseoir sur les libertés fondamentales, la démocratie, etc. Et une approche de la santé publique qui est plus de l'ordre de la santé communautaire, de la participation, et qui fait confiance aux populations. Et le fond de l'affaire, c'est que cette vision-là du monde dit qu'on ne peut pas faire confiance aux gens parce qu'ils ont des biais. Et les biais, c'est une autre façon de dire qu'ils sont bêtes, qu'ils ne sont pas rationnels et qu'ils ne font pas les bons choix. Et donc, il faut qu'on les fasse à leur place. Voilà. C'est en conclusion un peu générale. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Patrick, si tu veux ajouter un mot, sinon on peut laisser la... Oui. Voilà, je propose du coup à l'auditoire de poser ses questions.
Personne se lance? Juste en attendant que c'est toujours la première question la plus Oui. dure. Est-ce que je peux partager? Je voudrais présenter un slide parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. C'est Oui. sur le don d'organes. Ouais. Vas-y, tu peux partager normalement. Alors du coup, j'ai viré mon PowerPoint. C'est pas celui-là, évidemment, ce serait trop simple. Bon, moi aussi, je suis en retard. Je vais l'ouvrir. Voilà. OK. Hop. Où est-ce qu'il est? Donc, le don d'organes, c'est vraiment un des exemples qui est pris le plus souvent, c'est le don par défaut. L'idée qu'en fait, il faut dire aux gens il faut considérer que les gens sont donneurs d'organes par défaut, que ça va augmenter singulièrement le don d'organes. Et il y a plein de pays, à commencer par la France, qui ont, la France c'était donc en 2017, qui ont adopté cette politique-là de dire que les gens sont présumés donneurs plutôt que de leur demander de se déclarer donneur sur un document. Et il y a une chercheuse, une doctorante américaine qui s'appelle Wanzi Lu, qui a comparé en fait 3 politiques de don d'organes à Singapour, à Hong Kong et à Taïwan. L'une, donc Singapour, le consentement est présumé, donc c'est ça, c'est don d'organes par défaut. L'un où il faut que le consentement soit exprimé par la personne, qu'elle dise si jamais je meurs, je veux donner mes organes, et l'autre qui passe par le consentement de la famille. Et en fait, ce qui est là aussi, et je crois que j'en ai discuté un peu avec des gens en France qui sont dans ce domaine-là, je crois qu'en France, il y a les mêmes effets, c'est-à-dire que, en fait, le pays où on est donneur d'organes par défaut, c'est celui où il y a le moins de dons d'organes rapportés à la population. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est ce que disait Patrick sur les restaurants. Vous faites l'économie de la famille en disant on va considérer que les gens donnent par défaut, et puis, mais en fait, pour un soignant, c'est impossible. C'est impossible à une famille qui est éplorée, qui vient de perdre son fils ou sa fille dans un accident de voiture, machin, de dire ah non, il n'a rien dit, donc il n'a rien dit, on lui prend tous ses organes. Sachant qu'on est dans des cultures en plus qui sont très marquées par des religions pour qui la profanation du corps, en fait, le fait de prélever est quelque chose de l'ordre du sacrilège. Et en fait, les autres pays où il y a un consentement demandé, soit de la famille, soit de la personne, en fait, ont des meilleurs résultats. C'est ce qui est en bas, en fait. Pourquoi? Parce que les équipes médicales ont été formées à comment on s'adresse à la famille, comment on présente les choses, et donc font un gros travail relationnel. En fait, il y a même une équipe, je ne sais plus si c'est à Hong Kong ou à Taïwan, une équipe qui est spécialisée dans ça, dans la relation à la famille et la question de la gestion du deuil, du décès, etc. Et en fait, ils ont des bien meilleurs résultats. Donc, c'est aussi pour dire que, voilà, pour revenir sur cette présumée efficacité du don d'organes, enfin, des nudges et de l'option par défaut qui est vraiment vendue comme le truc le plus magique du monde, quoi. À travers, là aussi, ce que disait Patrick sur cette truc digital qui est que sur nos ordinateurs, quand on nous dit est-ce que vous voulez les paramètres par défaut ou est-ce que vous voulez les changer, ben, on prend tous les paramètres par défaut, sauf quand on juge que ça vaut le coup, etc. Donc là aussi, ça ne marche pas forcément pour tout le monde de la même façon, dans toutes les situations de la même façon. Je ne sais pas si entre-temps, il y a des questions. Une question, il y a juste, je voudrais... Alors, je ne sais pas si c'est Philippe ou quel est le prénom, je ne sais pas, PH. Oui, c'est Philippe. Ouais. Je suis d'accord avec vous, mais je voudrais en plus préciser notre idée, c'est-à-dire qu'à des moments, et c'est le rôle de la science, c'est-à-dire parfois, on simplifie, même nous en tant que sociologues, on simplifie. C'est-à-dire si on décrivait de façon épaisse, finalement, bon, ça serait intéressant parce que les gens y verraient. Mais on est obligé à un moment en tant que scientifique et après qu'on conduit l'action publique de simplifier. Le problème, c'est d'une part que cette simplification intervient sur des problèmes, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui se sont positionnés là-dedans. C'est-à-dire Olivier Houllier, d'emblée, dans son rapport sur la prévention, il prend l'obésité, qui est peut-être un problème plus complexe et plus influencé par le social, avec des inégalités profondes, des déterminants hyper complexes, avec besoin d'un regard pluridisciplinaire. Il va réduire effectivement sur
l'architecture des cantines, etc. Voilà, d'autres. Donc, premier problème, c'est que finalement, les nudgers eux-mêmes se sont emparés en disant prétendre agir sur des problèmes extrêmement complexes. Et l'autre chose qu'on n'a jamais vue quand on interagit avec eux, c'est-à-dire quand on a un Rick Singler qui dit ah ben, ça ne suffit pas, effectivement, je comprends, etc. En fait, il n'y a pas ce travail de dire à quelles conditions le nudge pourrait être utile. En fait. C'est-à-dire définir les conditions, c'est-à-dire que nous, avec ma sociologie des organisations, je sais que je ne vais pas pouvoir travailler sur les transformations d'État-providence. Je ne peux pas prétendre, c'est d'autres outils qui me permettront je pourrais contribuer parce que j'étudierai les transformations locales, les transformations, mais je vais cerner mon objet en fait. Le problème des nudges, c'est que non seulement ils réduisent la complexité, ils ont une prétention finalement, ils n'ont jamais défini les limites de leur efficacité. Dans quelles conditions c'est efficace et sur quels problèmes ça peut être efficace. Et avec quels autres compléments ça peut être efficace. Donc, par exemple, voilà, typiquement, si on revient sur la question de l'impôt, les nudges peuvent être efficaces s'il y a eu tout un travail structurel qui a permis et qu'il manque la dernière marche, etc. J'en sais rien, hein, mais en tout cas, ce travail qui normalement est du travail scientifique, de cerner les limites de son savoir et sur quoi on est pertinent et sur quoi on l'est moins. Un exemple de nudge dont on peut juger qui fonctionne, c'est par exemple le paquet neutre de cigarettes. Le paquet neutre de cigarettes, et il a été pensé vraiment dans une optique nudge, marketing social, etc. Mais le paquet neutre de cigarettes, il intervient bien en aval de tout un ensemble d'autres mesures, la hausse des prix, les campagnes d'information, etc. Et puis, le truc aussi, c'est que il joue sur les nouveaux consommateurs. Alors, ce qui n'est pas rien, hein, mais les gens qui ont l'habitude de fumer telle ou telle marque de cigarettes, même s'ils pouvaient être attachés au design de leur paquet, ce n'est pas un truc qui va forcément les faire arrêter. L'autre aspect, c'est qu'au moment où il y a le paquet neutre de cigarettes qui est mis en place, c'est le plein boom des vapoteuses. Et donc là aussi, de savoir quelle est la part du paquet neutre, quelle est la part des dispositifs de substitution que sont les vapoteuses, même si elles sont critiquées sur plein d'autres aspects. Mais je veux dire, beaucoup de consommateurs sont passés, moi le premier, sont passés du tabac aux vapoteuses. Et donc là aussi, il y a un gros effort de nudge washing. On parlait pourquoi un tel succès aussi, c'est que beaucoup de choses sont réinterprétées comme nudge, où leur efficacité est portée sur le nudge, alors qu'il y a souvent une définition extrêmement floue du nudge qui permet d'attraper un peu tout ce qui marche, quoi. Et typiquement, normalement, il ne devrait pas y avoir d'incitation économique classique, que ce soit des jeux sur les prix, sur les subventions, etc. Et souvent, on voit qu'en fait, à côté du nudge, il y a des dispositifs d'incitation économique classiques qui sont mis en place pour… Et là, bon, ça atteint un niveau où c'est en train de devenir un élément de la culture générale, où là, je disais un article dans AOC, enfin, j'ai juste lu le titre, je n'ai pas eu le temps de lire l'article, où on disait Éric Zemmour est un nudge de l'extrême droite, quoi. Bon, voilà. Et donc, en fait, ça les sert, parce que, enfin, ça sert la diffusion de ces approches-là, parce qu'en fait, en définitive, dès qu'on va faire une intervention sur les comportements des gens, elle va être étiquetée nudge, et donc ramener, même si la personne n'en a pas conscience, à l'économie comportementale, etc., et en disant, c'est pour ça que ça marche. Mais quand on fait des activités de prévention classiques à destination des publics, ce n'est pas du nudge, mais on va nous dire, mais si, c'est du nudge. Pourquoi ? Parce que vous essayez de changer les comportements. Sauf que ça ne repose absolument pas sur le même paradigme, ça ne repose absolument pas sur les mêmes compréhensions. Et si par un pur hasard, mon intervention, elle marche, je n'ai pas forcément envie qu'elle soit rattachée à ces histoires de nudge. Donc ça, moi, je le vois dans les interventions que j'ai pu faire. Je commence maintenant systématiquement par leur dire, bon, le nudge, c'est ça et rien que ça. Et n'allez pas me dire que voilà. Et quand vous regardez une intervention, faites bien attention à ce qui est
nudge dans cette affaire et ce qui l'est pas. Et voilà, bref. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je vais en poser une le temps que les réflexions s'amorcent. On a encore un peu de temps pour une question. Dans les déterminants de cet engouement, et ça a été un peu évoqué là par Philippe Compagnon, cette question de la réduction de la complexité. Moi, j'ai l'impression, mais vraiment, c'est en profane que je vous parle de ça, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de recherche, les processus décisionnels. J'ai l'impression que, évidemment, le côté confortable de la simplicité fait partie des déterminants, c'est-à-dire que quand on est en responsabilité, on doit manager l'incertitude, on doit manager cette complexité, on doit peser dans l'échiquier politique en ayant des résultats à court terme. Donc, on voit bien que tout ce qui peut être réglé rapidement, en fait, ou donner l'impression d'être réglé rapidement, évidemment, va emporter la donne. Bon, ça, on pourrait se dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner autrement. La question, moi, qui m'inquiète plutôt en tant que praticienne de santé publique, en tant que professionnelle de santé publique, c'est que j'ai l'impression qu'on a comme ça des effets un peu unilatéraux, des usages comme ça massifs d'un outil au détriment d'autres outils. C'est-à-dire qu'on est souvent... vous évoquiez tout à l'heure la boîte à outils, là, le terme qu'utilisait Thaler ou Susten, je ne sais plus. Est-ce que vraiment on est sur une logique boîte à outils? Moi, j'ai parfois l'impression, quand je vois l'évolution des politiques depuis 20 ans, qu'on est sur une logique plutôt mono-outil. Donc, il y a un espèce de coup de cœur comme ça sur un outil. Et puis, on est là-dessus, voilà, marketing social, comportementalisme, au détriment justement d'une logique boîte à outils. Et je pense à ça notamment là, dans le cadre de la préparation d'une conférence à l'OMS sur l'intérêt des politiques à agir sur les déterminants structuraux de la santé. Ça fait 20 ans qu'on essaie de faire appliquer le traité d'Adélaïde et de mettre la santé dans toutes les politiques, dans nos politiques. On n'y arrive pas, ou on y arrive de manière extrêmement parcellaire et plutôt au niveau local, parce que justement, ça paraît compliqué pour les décideurs. Et je me dis, mince, alors on aurait pu, face à la difficulté de mettre en place des stratégies efficaces de prévention, on aurait pu porter la voix de la santé dans toutes les politiques. Et voilà ce courant-là du nudge qui arrive et du comportementalisme qui embarque tout et qui nous fait régresser sur cette question de santé dans toutes les politiques. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. Alors, ça dépasse un peu la question du comportementalisme, mais sur cette question du mono-outil. Là. Et des fois, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas d'ailleurs appliquer certains modèles de changement de comportement à nos élus et de dire, plutôt que de plaidoyer la santé dans toutes les politiques, il faudrait plaidoyer le fait que le nudge ne marche pas. Voilà, comme ça, ils font le deuil de ça et on va pouvoir porter autre chose plutôt que d'essayer de montrer la combinaison des stratégies parce que ça, manifestement, ça ne fonctionne pas en termes de plaidoyer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur cette histoire de gouvernement à distance, c'est-à-dire que on voit beaucoup les nudge units, etc., du côté des gouvernements centraux, pas beaucoup dans les politiques locales, etc., parce que précisément, c'est une façon pour les États, pour les gouvernements centraux, de traiter des questions de là où ils regardent, quoi, de là où ils sont. Et quand j'intervenais avec les spécialistes de marketing social, et notamment à Santé publique France, ils faisaient cet aveu un peu d'impuissance qui était de dire, en fait, on fait des grandes communications nationales, alors on essaye de faire de l'universalisme proportionné en distinguant certains publics dans nos campagnes, mais en fait, on est trop loin. On est trop loin de l'action. Et je pense que c'est aussi ça qui est en jeu, c'est-à-dire quelle est la place au-delà de la diversité des outils, et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas... Nous, on nous a accusés à chaque fois de dire vous êtes hégémonique, et en fait, nous, on est sur une approche très complémentaire, très de bonne entente avec tout le monde. On n'est qu'une petite partie du problème, sauf que les budgets, ils ne peuvent pas être divisés en 22 morceaux, et qu'à un moment donné, peut-être que dans leur discours, ils sont très pluralistes, mais dans les faits, en fait, ils ne le sont pas du tout, et notamment aussi dans leurs alliances académiques, c'est-à-dire que l'économie comportementale va faire alliance avec les neurosciences, avec la psychologie, et absolument pas avec les sciences sociales. Et donc,
il y a cette question de la boîte à outils, puis il y a cette question de comment se répartissent les responsabilités entre l'État et les collectivités locales, etc. Et le nudge, c'est une façon de redonner la main à peu de frais, même si c'est pas, comme on l'a vu, c'est pas si peu de frais, à l'État qui peut essayer, qui n'y arrivera pas, mais qui peut essayer de gouverner à distance ses conduites de santé publique, etc. Et de faire l'économie. C'est pas simplement une économie de, c'est une économie de la complexité du réel, qui est la complexité des organisations locales, la complexité des entreprises, la complexité du monde social de manière générale. Et donc, on va faire cette économie-là et on va avoir l'impression de gouverner à distance et d'être voilà, en prise là-dessus. Là où ce que tu proposes, la santé dans toutes les politiques, c'est aussi voilà, comment en fait on va diluer le pouvoir, diluer les responsabilités, diluer et voilà. Et ça, c'est, enfin, en tout cas, dans la France de la Ve République, c'est pas vraiment la tasse de thé. Oui, c'est ce que moi j'appellerais aussi une pensée balistique, c'est-à-dire c'est vraiment on a un problème et on imagine qu'il y a une flèche ou une balle qui va réduire et effectivement le nudge c'est pour ça que je suis pas anthropologue mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire que c'est vraiment une réduction même visuelle, c'est-à-dire qu'on voit dans le cerveau, on voit dans la salle d'expérimentation, on a défini A, B, C. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un processus de réduction extrême et qui donne des espoirs énormes. Et là aussi, quand on discute avec des gens de Nudge et que vous leur dites ça, ils disent oui, non, mais on sait que l'expérimentation, après, il faut passer en vie réelle, mais je n'ai jamais rien vu de conséquent sur comment on passe en vie réelle. C'est-à-dire qu'éventuellement, même si on commence au laboratoire, ça se discute, mais pourquoi pas? Mais après, comment on passe à l'échelle? Comment on passe à l'échelle? Et même Eric Singler, il dit oui, maintenant ils veulent nous faire faire des essais randomisés, mais ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, etc. Donc, bon, c'est même les essais randomisés, avec toutes les discussions qu'on peut avoir là-dessus, parce que ça dépend des interventions. C'est-à-dire certaines, effectivement, il y a des essais randomisés où ça se justifie, pour d'autres, c'est plus débattable. Il y a beaucoup d'analyses critiques sur les essais randomisés d'Esther Duflo. Donc, mais même ça, finalement, quand on passe en vie réelle avec les essais randomisés, ça les embête un peu. Donc, je pense vraiment, oui, je suis assez d'accord avec toi, cette idée de réduction et de fascination pour ce que j'appelle balistique. Pour rebondir sur la remarque que faisait Mélanie là, dans le chat, il faut ménager les politiques sur ces enjeux. Je pense que au-delà de la blague, c'est quelque chose qui est vraiment aussi très prégnant, c'est-à-dire qu'il y a des nudgers et il y a des nudgés. Il y a des gens qui sont en capacité de définir quel est l'intérêt général et des gens qu'on va essayer d'amener à se comporter de manière à rejoindre cet intérêt général. Et ça soulève évidemment des questions éthiques qu'a évoquées Linda, mais voilà, mais je pense que c'est aussi, ça rentre en résonance avec la conception du monde qui est portée par beaucoup de politiques, qui est que voilà, il y a des gens qui ont compris et qui ont en charge de penser l'intérêt général, et puis il y a les autres qu'il va bien falloir trouver un moyen d'associer. Et donc, nudger un homme politique, en fait, ce serait. Alors là, si vous aurez une commission d'enquête, et puis sans doute qu'on n'entendra plus jamais parler de l'économie comportementale si on fait ça. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. C'est du top-down. C'est du top-down. Et ça, c'est tellement contradictoire avec les approches de santé publique, d'associer les populations, de dire qu'elles sont aussi les meilleures connaisseuses de leurs problèmes, etc. Pour moi, l'entrée de l'économie comportementale dans le monde de la santé publique, en fait, c'est un retour en arrière. Et je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu un premier moment comportemental, et auquel certains sociologues ont contribué aussi, c'était les grands moments sur les sondages d'opinion, la communication. Donc, il y avait les travaux de Lazarsfeld, mais il y avait aussi beaucoup de travaux de psychologie comportementale. Et il y avait tous les débats éthiques, là aussi, autour de, comment ça s'appelait, les infos subliminales, les manipulations, etc. Et comment est-ce qu'on pouvait... Et donc, il y a ce rêve qui est au cœur du truc politique et que les débats autour du Brexit ont traduit, quoi,
qui est cette capacité qu'auraient les politiques avec l'aide des experts à manipuler l'opinion, à agir directement, à rentrer dans les foyers et être capable de changer les opinions, etc. Et cette promesse-là, elle est vraiment au cœur du truc. Mais par contre, je veux bien nudger les autres, mais je ne veux pas me faire nudger, quoi. Faut pas rigoler. Moi, on ne me la fait pas, moi. Bref. Oui, puis derrière l'idée de la promesse, moi, ce que j'avais relevé aussi dans l'article qu'on avait publié sur les nudges en 2015, c'est que en tout cas, ceux qui sont favorables à l'usage des nudges mettent en évidence que ce n'est pas de la manipulation puisqu'il y a la notion de choix. En réalité, elle est très critiquable, cette notion de choix, puisque, comme tu l'évoquais, dans une salle borgne avec comme seul visuel ça, on ne peut pas vraiment parler de choix. Voilà. À partir du moment où on rend absent les alternatives, où on les rend compliquées d'accès, on ne peut pas vraiment parler de choix. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de rhétorique comme ça qui est utilisée sur le nudge en disant mais ce n'est pas de la manipulation, c'est du choix au contraire. Et d'ailleurs, l'argument souvent, ce n'est pas de montrer l'intérêt du nudge, c'est de montrer en creux ce qu'il n'est pas, et c'est de dire vaut mieux ça que la coercition, par exemple. Et c'est souvent présenté comme ça par défaut, c'est-à-dire vaut mieux ça que d'autres stratégies. Par contre, on ne dit jamais vaut mieux ça que l'éducation pour la santé qui mobilise des construits cognitifs issus de théories, mais qui les mobilise au sens de l'empouvoirment, de la participation de la population, du développement des capacités à faire des choix, donc dans un registre complètement opposé, en fait, complètement opposé au nudge, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cet argument-là. Je ne sais pas s'il y a une toute dernière question, sinon on va arriver au terme de ce webinaire et libérer nos orateurs. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci beaucoup Patrick et Étienne. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, quel que soit le sujet, quelle que soit l'arène. Merci encore pour l'invitation. Une petite question que j'adresse à la salle comme devoir à faire à la maison. Est-ce que le pass sanitaire est un nudge? Voilà. Vous avez 2 heures. Très bon courage. Et bon, on va pouvoir l'intégrer, ça, dans le DU. C'est une très bonne question. Ne me remerciez pas. Ça y est, les remerciements se sont arrêtés d'un coup. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous retrouver.